Pise, une des villes emblématiques de la riante Toscane, au cœur de l'Italie. Sa tour penchée a peut-être inspiré Galilée pour ses célèbres expériences de physique sur la chute des corps. Depuis, son université a toujours maintenu sa notoriété, en particulier dans le domaine des sciences. Sourire de l'histoire, ce lieu est maintenant le théâtre d'un nouvel épisode de cette saga scientifique. Il accueille à Cascina un observatoire franco-italien d'un type nouveau, l'interféromètre Virgo. Le défi posé par cet instrument est de détecter pour la première fois le passage d'ondes gravitationnelles. Tout le monde sait et a appris à l'école la théorie newtonienne de la gravitation qui affirme que les pommes tombent sur la Terre parce que la Terre les attire, que la Lune tourne autour de la Terre parce que la Terre attire la Lune et que les planètes tournent autour du Soleil parce qu'il y a donc cette force d'attraction créée par le Soleil et qui agit sur les planètes. Newton avait postulé que la force gravitationnelle qui maintient les planètes sur leur orbite autour du Soleil se propageait de façon instantanée, c'est-à-dire que dès que le Soleil existait quelque part dans l'espace, immédiatement, il y avait une force dirigée vers le Soleil qui agissait sur tous les corps dans l'espace infini autour du Soleil. C'est cette conception qui est profondément remise en cause par la nouvelle théorie de la gravitation qui a été inventée en 1915 par Albert Einstein. La gravitation ne se propage pas instantanément. Il faut un certain temps pour qu'un objet, quelque part, crée une interaction gravitationnelle qui va agir sur un autre. Les interactions gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière. Et l'autre aspect, c'est que la gravitation einsteinienne n'est plus quelque chose de mystérieux qui agit comme ça dans l'espace totalement vide, mais c'est quelque chose qui habite l'espace. L'espace devient une quantité dynamique, comme une espèce de gelée qui remplit l'espace et qui peut vibrer et donc qui peut soutenir des ondes qui se propagent. Quand loin dans l'espace, il y a des masses qui bougent rapidement l'une autour de l'autre, ces deux masses induisent une déformation autour d'elles de la géométrie de l'espace. Sur Terre, détecter une onde gravitationnelle, ça veut dire mesurer très précisément la distance entre deux masses qui ne sont soumises à aucune force particulière, à part la force gravitationnelle, et regarder si leur distance fluctue au cours du temps. La déformation de l'espace est générée par des grandes masses en mouvement, c'est-à-dire des étoiles. Et ces déformations sont atténuées avec la distance, et donc ils arrivent sur la Terre extrêmement faibles. La difficulté de la détection est telle qu'il a fallu développer des nouvelles technologies, des technologies vraiment de pointe, pour pouvoir construire le Virgo avec une chance de détection des ondes gravitationnelles. Les objets que l'on observe sont en fait des miroirs dont on mesure la distance grâce à une technique éprouvée en optique, l'interférométrie. Ce sont des faisceaux de lumière qui, en se propageant entre les miroirs, vont permettre de mesurer la variation de leur distance. L'interféromètre, dit de Michelson, permet une comparaison extrêmement précise du temps que met la lumière à parcourir deux bras perpendiculaires de longueur identique. Le miroir central joue un rôle clé. On l'appelle miroir séparateur car il sépare le faisceau lumineux provenant du laser en deux faisceaux identiques. Lorsqu'une onde gravitationnelle atteint l'interféromètre, la distance entre les miroirs est très légèrement modifiée et à l'allongement de l'un des bras correspond une contraction de l'autre. Le passage de l'onde gravitationnelle est révélé par une variation de l'intensité de la lumière obtenue par l'interférence, c'est-à-dire par la recombinaison des deux faisceaux lorsqu'ils se retrouvent de nouveau sur le séparateur.
Le signal à mesurer étant très faible, les physiciens ont dû résoudre des problèmes techniques aux limites du savoir-faire dans de nombreux domaines, comme par exemple la réalisation des miroirs et leur suspension. Pisa e Orsay stavano lavorando su due cose fondamentali agli inizi degli anni '80 e queste cose erano a Pisa i sistemi di sospensione molto avanzati. Au début des années 80, Pise et Orsay travaillaient sur deux aspects fondamentaux d'un futur interféromètre à large bande. Il s'agissait pour Pise d'un système de suspension très avancé et pour Orsay de tout ce qui concernait l'optique et le laser pour ce genre d'application. En d'autres termes, il s'agissait d'éléments très sophistiqués et de caractères absolument nouveaux. L'histoire est que, un jour, Alain Briet et moi-même, nous nous sommes rencontrés à Rome, si je ne me trompe en 1984, à l'occasion d'un meeting Marcel Grossman, et nous avons décidé en substance d'essayer de mettre nos forces en commun, lui du point de vue de l'optique et nous de celui des suspensions. Nous avons donc démarré ainsi, et nous avons cherché à réunir deux groupes qui, de façon naturelle, se sont développés pour former la collaboration Virgo. Un vide très poussé doit régner dans l'interféromètre pour que les faisceaux de lumière puissent se propager jusqu'au miroir d'extrémité sans perturbation. Il a donc fallu réaliser une immense enceinte à ultravide constituée de deux tubes installés dans des tunnels horizontaux et des enceintes à vide verticales ressemblant à des tours abritant les suspensions des miroirs. C'est en 1993 que la décision de construction de Virgo a été prise par le CNRS et l'INFN. Il a fallu 10 ans aux 11 laboratoires regroupés dans une collaboration franco-italienne pour concevoir et réaliser cet interféromètre gigantesque. We are here on one of the 5 bridges over the tunnel of Virgo. Virgo is located in the plain of Nous sommes ici sur l'un des 5 ponts qui surplombent les tunnels de Virgo au milieu de la plaine de l'Arno. Pourquoi ce site a-t-il été choisi? Eh bien, pour 2 raisons principales. La première tient au fait que Virgo a besoin d'un espace de 3 km sur 3, de préférence plat, et dans une zone peu ou pas urbanisée, ce qui est difficile à trouver en Europe. De ce point de vue, ce site se prête merveilleusement bien à ce projet. D'autre part, cette région présente l'avantage d'être très proche de 2 grandes villes de Toscane, Livourne et Pise. Pise, en particulier, est un important centre universitaire où, depuis les expériences sur la gravitation de Galilée, s'est établie une solide tradition dans le domaine scientifique. Le chantier de génie civil a été rendu complexe par la nature du terrain et les spécificités du projet. L'objectif était de construire 2 tunnels de 3 km de long avec une précision de quelques millimètres. Pour assurer la stabilité de ces tunnels sur un terrain essentiellement argileux et peu stable, il a fallu implanter dans le sol environ 1000 pieux de 20 à 50 mètres de longueur, de façon à s'appuyer sur les couches plus stables du sous-sol. Les travaux ont démarré en juin 1999. Malgré les pluies exceptionnelles de l'automne et de l'hiver de cette année-là, qui ont rendu le début du chantier difficile, la productivité a progressivement atteint l'objectif prévu de 30 mètres par jour. Pour tenir ce rythme, on a dû procéder au chauffage des éléments préfabriqués sur place. On accélérait ainsi la prise du béton. Il a fallu aussi recourir au travail de nuit, lorsque cela était nécessaire, pour respecter les délais et la coordination entre les diverses tâches du chantier. La plateforme des tunnels est constituée d'éléments préfabriqués de 20 mètres de long. Ils sont posés sur des bases solidaires d'épieux
et raccordés les uns aux autres par des éléments intermédiaires. La réalisation du génie civil des tunnels de Virgo a dû tenir compte d'une contrainte importante et inhabituelle. Dans Virgo, la mesure est effectuée par des faisceaux de lumière se propageant en ligne droite. Le tunnel ne doit donc pas épouser la courbure de la Terre, mais être aligné suivant une corde de la circonférence terrestre. Grâce aux techniques utilisant le GPS, une précision de quelques millimètres sur 3 km a pu être atteinte. Pour corriger l'instabilité éventuelle du sol au cours du temps, on jouera sur les supports qui sont prêts maintenant à recevoir le tube à vide de l'interféromètre. L'expérience a été appelée Virgo parce que dans les années 70, on pensait pouvoir détecter les ondes gravitationnelles émises par une étoile qui s'effondre dans l'amas de Virgo. L'amas de Virgo, c'est un amas de galaxies, l'amas de la Vierge, Virgo, qui se trouve qui est plus proche de la Terre et qui contient un millier de galaxies. C'est très important que le nombre de galaxies soit élevé parce que les phénomènes sont extrêmement rares et donc plus il y a de galaxies, plus il y a des chances de détecter, d'avoir des événements détectables. Les détections du rayonnement gravitationnel émis par les étoiles qui s'effondrent étaient déçues parce que des calculs plus poussés, ils ont montré que l'efficacité d'émission des effondrements d'étoiles est extrêmement faible. Heureusement, on a découvert des systèmes doubles d'étoiles et neutrons et des trous noirs. Il faut savoir qu'à la fin de la vie d'une étoile massive, après l'effondrement, ce qui reste, c'est de l'étoile initiale, ça peut être une étoile neutron, une étoile très compacte, soit un trou noir. Et si, étant donné que 50% des étoiles sont des étoiles doubles, à la fin, on va voir un système de trous noirs ou d'étoiles neutrons doubles, dont une étoile tourne autour de l'autre, jusqu'à la fin où il y a un clash et il forme un objet unique. Et l'émission d'ondes gravitationnelles est extrêmement importante pendant ces dernières phases et en plus, la fréquence d'émission tombe dans la bande de réception des Virgo. Le bâtiment central, destiné à abriter le cœur de l'interféromètre Virgo, a été terminé en 1998. Une équipe mixte de l'INFN et du CNRS s'est aussitôt installée. Elle a mené à bien l'aménagement et les travaux préparatoires à l'arrivée des appareillages. Les miroirs et leur système vertical de suspension de grande hauteur sont placés dans des enceintes verticales ressemblant à des tours. Ces enceintes à ultravide sont énormes et complexes. Elles ont été réalisées à partir de 1996. Elles sont équipées d'un grand nombre de fenêtres et doivent néanmoins garantir une étanchéité parfaite. Un traitement thermique à 400 degrés Celsius a permis d'éliminer l'absorption de l'hydrogène par l'acier, condition nécessaire pour obtenir un vide extrême. Au début de 1999, ces imposantes tours d'une vingtaine de tonnes ont été transportées sur le site de Virgo à Kachina, où elles ont été installées dans le bâtiment central. Leur positionnement a été effectué avec soin dans la direction théorique du futur faisceau laser. Les miroirs de Virgo doivent être isolés de toute influence extérieure. On a conçu dans ce but des super atténuateurs originaux constitués de pendules et de lames de ressort. Tout en bas, le miroir est suspendu par des fils très fins
à un support jouant le rôle d'une marionnette. Nous avons développé ce type de suspension afin de permettre l'observation des étoiles binaires dans leur phase de coalescence pendant un temps le plus long possible, lequel temps croît énormément quand la fréquence propre des suspensions diminue. Il était donc essentiel de réaliser des suspensions à très faible fréquence de résonance, ce qui augmente aussi énormément la capacité de la suspension à éliminer les vibrations générées, soit de façon naturelle, par exemple par le vent, soit par les véhicules, les machines et en général par l'activité humaine. On parvient ainsi à réduire le mouvement résiduel naturel du miroir à quelques microns pour des fréquences de l'ordre du Hertz. La position du miroir est ensuite contrôlée en permanence par des dispositifs électromagnétiques et des senseurs électro-optiques de façon à maintenir l'interféromètre dans des conditions de résonance optimum. Pour obtenir la sensibilité voulue et se prémunir de bruits de fond parasites, le faisceau laser doit se propager dans le vide. On évite ainsi les fluctuations d'indices et les interactions des photons avec les molécules résiduelles. Ce fut un autre grand défi de Virgo, réussir à fabriquer 6 km de tubes capables de contenir un vide très poussé de l'ordre d'un 10 millième de milliardième d'atmosphère. Après une longue étude et la réalisation de divers prototypes, la série des 404 modules en acier inox de 15 mètres de long a été réalisée entre 1999 et 2001 par une entreprise industrielle. Pour respecter le cahier des charges très contraignant, cette société a dû réaliser des soudures performantes et automatisées. Travailler en permanence dans un environnement propre. Laver les tubes dans une monstrueuse machine à laver. Et enfin, les chauffer pendant 5 jours à 400 degrés Celsius. Comme cela avait été fait pour les tours, on effectue en usine une ultime recherche de fuite. Ensuite, les tubes sont transportés à Mantoue, où ils sont équipés d'un isolant thermique, puis transportés à Kashina. Au fur et à mesure de leur arrivée, les modules de tubes à vide sont stockés. Puis transportés dans le tunnel. Toutes ces manutentions sont effectuées dans des conditions strictes de propreté. La soudure entre les modules est la phase la plus longue et la plus délicate de l'assemblage du tube. Une longueur totale d'1,5 km de soudure a ainsi été réalisée de façon automatique et pratiquement sans aucune fuite. Nous sommes à côté du tube à vide du bras nord de Virgo. Le système à vide de Virgo est l'un des plus grands au monde. En fait, le 3e au monde et le plus grand en Europe. Par vide, il faut entendre ultra vide, car la pression résiduelle est inférieure à 10-10 atmosphères. Le système à vide est composé de 2 tubes de 3 km de long et 1,20 m de diamètre, et de 10 cylindres contenant les suspensions et les miroirs et que nous appelons tours, de 12 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. On obtient un vide aussi poussé avec un système de pompage relativement modeste, composé de pompes turbo et à titane. Pour cela, il est toutefois nécessaire, après avoir établi le vide secondaire,
de chauffer le tube à une température de 150 degrés centigrades pendant plusieurs jours en faisant passer un courant de 1700 ampères dans le tube, lui-même préalablement pourvu d'une isolation thermique importante. De cette façon, le chauffage du tube nécessite une puissance de seulement 0,7 MW. Pour éviter toute pollution du vide, les composants destinés à être introduits dans l'enceinte font l'objet de soins très particuliers. Ces composants sont manipulés dans des conditions de très grande propreté. Ils subissent un nettoyage approfondi dans une machine automatique conçue spécialement dans ce but. Ainsi, la lumière laser réfléchie par les miroirs d'extrémité se propage dans le vide. L'effet d'une onde gravitationnelle étant proportionnel à la longueur des bras, on augmente celle-ci en repliant le faisceau laser à l'aide de réflexions multiples entre deux miroirs qui constituent des cavités résonantes Fabry-Perot. Dans le cas de Virgo, la longueur effective des bras peut atteindre 150 km. On utilise un laser pour éviter la dispersion du faisceau lumineux qui doit se propager sur une très grande distance de l'ordre équivalent de 150 km et sans perdre d'intensité. Le laser est donc la source la mieux adaptée à ce problème. Il faut d'autre part une puissance élevée parce que la détection d'un faisceau lumineux est entaché de fluctuations statistiques, même si la source est parfaitement stable. C'est une loi de la physique. Et ces fluctuations statistiques en valeur relative sont d'autant plus faibles que la puissance détectée est importante. La réalisation des optiques nécessaires au bon fonctionnement de Virgo représentait un défi encore plus important que la réalisation du laser lui-même. Il y a 15 ans environ, quand nous commencions à concevoir ces optiques, les opticiens classiques avaient tendance à plaisanter sur les performances demandées en pensant que nous ne les réaliserions jamais. Il est en particulier important de diminuer énormément l'absorption de la lumière par les miroirs et aussi la diffusion de la lumière par les miroirs, c'est-à-dire le fait que un miroir imparfait va non seulement renvoyer la lumière dans la direction spéculaire, mais aussi d'un peu dans toutes les directions, ce qui ferait que les photons seraient perdus. Et sur l'ensemble de ces points, il a fallu gagner des ordres de grandeur par rapport à ce qui pouvait se faire de mieux il y a 15 ans. La réalisation des miroirs a constitué un des défis technologiques de Virgo. Pour vaincre ce défi, une unité spéciale de traitement optique a été réalisée. Cette unité permet de produire simultanément plusieurs miroirs de grande dimension avec des performances de diffusion, d'absorption et d'homogénéité exceptionnelles. Les miroirs, une fois transportés à Kashina, sont l'objet de précautions inouïes. Le visiteur de Virgo ne les verra jamais. Le travail final consiste à suspendre le miroir à sa marionnette, puis à transporter et installer l'ensemble avec des précautions infinies à la base de la suspension.
L'interféromètre Virgo est ainsi complètement achevé. Le banc de détection va fournir le signal gravitationnel que les physiciens de Virgo vont ensuite étudier. Ce signal, issu de la recombinaison des deux faisceaux, doit permettre de mesurer un allongement relatif d'1 centième de milliardième, soit le rapport entre la dimension d'un atome et la distance Terre-Soleil. Mais cette acquisition ne sera possible que si les nombreux éléments de l'interféromètre, gérés par le système de contrôle de Virgo, fonctionnent tous de façon parfaite. De nombreuses séances de mise au point ont été nécessaires. L'apprentissage des méthodes de réglage, ou locking, de toutes les cavités de l'interféromètre a été, en particulier, une tâche de longue haleine, réalisée entre 2000 et 2002 sur l'interféromètre réduit à sa partie centrale, avant de passer au bras de 3 km. La mesure de la direction d'une onde gravitationnelle est une donnée essentielle qui nécessite la détection simultanée par plusieurs interféromètres. D'ici à quelques années, la mise en réseau mondial de Virgo, avec les 2 interféromètres américains de LIGO, ainsi que l'interféromètre germano-britannique GEO et du futur interféromètre cryogénique japonais, devrait ouvrir la voie à une véritable astronomie gravitationnelle. Ainsi, l'été 2003 marque une étape importante. Le dernier acte de la mise au point de l'instrument Virgo avant sa mise en exploitation, début d'une nouvelle aventure. Nel secolo scorso, gli astronomi hanno abbandonato la visione che l'universo sia un posto tranquillo. Au cours du siècle précédent, les astronomes ont progressivement abandonné la vision d'un univers statique où les étoiles évoluent lentement et où tout demeure immuable, à part de temps en temps l'arrivée d'une comète ou bien l'explosion d'une supernova. Les astronomes se sont rendus compte qu'à côté des phénomènes de l'univers statique, existaient ceux de l'univers violent, caractérisés par l'émission d'énormes quantités d'énergie dans des temps très brefs. Par exemple, des étoiles qui explosent comme les supernovae, ou bien des explosions dans les noyaux galactiques, ou bien l'émission de particules cosmiques, qui sont tous des phénomènes très violents. L'étude de l'univers, qu'il soit statique ou bien violent, est basée encore aujourd'hui sur l'observation des radiations électromagnétiques produites par le mouvement et l'accélération des charges électriques qui composent la matière. Tout ce que nous connaissons de l'univers est dû aux charges électriques. Dans le cas des ondes gravitationnelles, le mécanisme est radicalement différent. Ce sont les grandes masses en mouvement qui génèrent les ondes gravitationnelles prévues par la théorie d'Einstein. Ces ondes gravitationnelles caractérisent tous les phénomènes violents de l'univers. Donc mon attente et celle du monde de l'astronomie est que, quand les détecteurs d'ondes gravitationnelles entreront en exploitation, nous serons en mesure de mieux étudier tous les phénomènes violents de l'univers, depuis ceux qui ont immédiatement suivi le Big Bang, jusqu'à la coalescence et l'explosion d'étoiles plus proches de nous. Mais comme il arrive souvent en astronomie, les découvertes les plus importantes viendront peut-être d'éléments et de circonstances que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui.